Henri Désiré Zouzi, expert en relations internationales, initiateur du networking, des apéros de la diversité à Bruxelles, producteur associé du JT diplomatique et analyste pour de nombreux médias internationaux sur les enjeux géopolitiques mondiaux. Hier, tourné en ridicule. Cette fois-ci, le président américain a bénéficié d'une belle fenêtre d'opportunité, mais surtout d'une séquence diplomatique plutôt, je dirais, fructueuse pour lui. Vous donne rendez-vous pour explorer l'actualité mondiale, décoder les choix géopolitiques et comprendre l'impact des grandes stratégies sur les dynamiques globales d'un monde en perpétuelle mutation. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. Au programme, la signature officielle de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 à Washington. La réception des signataires par le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Le même jour, l'imposition d'un nouveau taux de 5% par Donald Trump à l'AIE. Les perspectives et le bilan des 80 ans de l'ONU. Et un retour en images sur la participation d'Henri Désiré Zouzi à la 3e édition de l'Africa Tech Invest à Kinshasa. De 75 ans. Et donc, vous comprenez aisément dans ces conditions que Trump ne pouvait que triompher, au moins psychologiquement sur ce point-là. Et en direct de Kinshasa, Henri Désiré Zouzi est reçu par Symphorien Katinde, journaliste pour Wanjila Connect, le média panafricain basé à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Henri Désiré Zouzi, nous saluons. Bonsoir Symphorien, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Rendez-vous ce samedi 28 juin 2025 à 17h, heure de Paris, 10h, heure de Dallas et 16h, heure de Kinshasa pour décrypter l'actualité internationale du moment. C'est maintenant un cas d'école qui redéfinit les normes des négociations et de la diplomatie à l'international. Tout à fait. Suivez-nous à Kinshasa sur Geopolis TV, sur notre chaîne YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Et rejoignez le débat. Où nous avons reçu pour vous Henri Désiré Zouzi. Connectez l'Afrique au monde. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous serons en connexion avec Kinshasa pour un débriefing de l'actualité. Comme vous le savez, le vendredi 27 juin 2025 à Washington, comme l'avait promis le président Donald Trump au sommet de l'OTAN, la partie congolaise et la partie rwandaise devaient se retrouver à Washington hier et c'est fait. Il y a eu signature d'accord de paix. Parler de l'actualité dans le monde, parler de la diplomatie dans le monde, c'est cet exercice dans ce numéro où nous allons à Kinshasa pour rencontrer, pour échanger avec Henri Désiré Zouzi, qui est expert en diplomatie international. Sans plus tarder, je vais saluer notre participant à ce programme de ce jour en connexion entre Dallas aux États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et Kinshasa en République démocratique du Congo. Henri Désiré Zouzi, nous saluons. Bonsoir Symphorien, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Henri Désiré Zouzi, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes le producteur associé du JT diplomatique et initiateur des apéros de la diversité, l'initiateur du networking, contributeur média dans plusieurs médias dans le monde et vous nous faites l'honneur d'être parmi nous. Henri Désiré Zouzi, vous êtes à Kinshasa. Quel est l'objectif que vous soyez à Kinshasa à cet instant? Oh, un certain nombre d'engagements. Je viens d'ailleurs de procéder à l'ouverture en qualité de guest speaker de la 3e édition de Africa Tech Invest, qui est un sommet qui réunit tout l'écosystème des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et j'ai également un important événement organisé par le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes, qui cette année donc a décidé de mettre un accent tout particulier sur un certain nombre de catégories de personnes dites vulnérables qui doivent en principe, à la lumière en tout cas de la loi qui a été rédigée à ce propos, eh bien bénéficier
tout simplement de réparation suite au préjudice subi en temps de guerre. Henri-Désiré Nzuzi, ça fait 2 semaines que nous parlons de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu signature d'accord entre la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et son homologue, le Rwandais. Premièrement, comment cela a pu avoir lieu? Quels sont les ingrédients qui ont pu permettre la signature là où d'autres sommets n'ont pas pu permettre cela? Henri-Désiré Nzuzi. Écoutez, c'est un processus qui a commencé il y a de cela 3 ans, mais qui a connu des soubresauts multiples. Il est vrai que l'an dernier, le 15 décembre notamment, une signature similaire devait avoir lieu à Luanda, mais tout le monde se souvient que le président rwandais avait décidé à la dernière minute de ne plus faire le déplacement de Luanda. Ensuite, s'en est suivi une période plutôt d'inactivité où il y a eu certes des tentatives diplomatiques pour essayer de ramener à la table des négociations les différentes parties. On a eu le sommet conjoint SADC, EAC, Union africaine. Tout le monde s'en souvient à Dar es Salaam. Ensuite, nous avons eu cette rencontre totalement inédite entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Doha. Tout le monde s'en souvient. C'était le 18 mars. Et puis le 25 avril, il y a eu la signature de la déclaration de principe entre notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et son homologue rwandais, suivi le 18 juin, à peu près de 2 mois plus tard, d'un paraphe sur le projet, en tout cas le préaccord, qui a finalement été signé, vous l'avez évoqué, le 27 juin à Washington. Un processus, donc, je l'ai dit, qui a connu des soubresauts multiples, mais qui a aussi vu et surtout été accompagné par un certain nombre d'initiatives. On pense évidemment à l'Union africaine, même si elle n'a pas pu de manière régulière, je dirais, garantir un suivi du processus, en dépit du fait que Luanda s'est d'une certaine manière dessaisi de l'affaire. On a vu également le processus de Nairobi absorbé par le processus de Doha, et finalement cette prise en compte rationnelle de la réalité, une prise de responsabilité forte de la part des États-Unis, tierce partie puissante qui a usé de son influence pour que cette signature aboutisse à la date convenue. Henri-Désiré Nzuzi, la ferveur marquée par le président américain. Pourquoi le président américain a tenu à cette signature? Pourquoi Donald Trump voulait tant la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, surtout en un temps record? Bon, il faut quand même se souvenir qu'en prenant la décision de s'engager dans le processus, Donald Trump jouait sa crédibilité à l'international, puisque cet engagement avait été précédé de plusieurs ratés. On l'a vu notamment avec sa tentative malheureuse de pouvoir régler de manière définitive le conflit en Ukraine. Il s'est heurté à Vladimir Poutine inflexible et intraitable, qui l'a d'une certaine manière tourné en ridicule. Cette fois-ci, le président américain a bénéficié d'une belle fenêtre d'opportunité, mais surtout d'une séquence diplomatique plutôt, je dirais, fructueuse pour lui, puisque vous vous en souvenez, il a décrété unilatéralement le cessez-le-feu dans le conflit Israël-Iran. Il est allé au G7, il a tensé ses homologues européens en leur mettant la pression et en les contraignant d'augmenter de manière substantielle leur contribution à l'OTAN. Et puis, il y a cette signature à Washington de cet accord entre la RDC et le Rwanda. C'est vraiment pour Donald Trump l'alignement des planètes. Et donc, connaissant le personnage, il n'a aucune raison de ne pas bouder son plaisir. C'est une belle revanche pour lui. Et il faut dire que le conflit à l'est de la RDC est un vieux conflit récurrent dans, je dirais, le traitement à l'échelle internationale. Ceux qui avaient tenté de s'y coller se sont cassés les dents. Cette fois-ci, nous avons, d'une certaine manière, l'engagement plein
de l'administration Trump qui a bien évidemment, et c'est tout à fait normal, également en tête des intérêts non négligeables qu'il souhaite à la fois défendre et préserver. Et donc, nous ne pouvons que nous en féliciter. Que partout vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking. Il est expert en diplomatie internationale. Nous allons à la régie suivre un élément sur la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington et nous revenons après. Le 27 juin 2025, au sein du prestigieux département d'État américain à Washington, s'est tenue une cérémonie historique, la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sous la médiation du secrétaire d'État Marco Rubio, cet événement marque une avancée majeure pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Autour de la table, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et son homologue rwandais ont officialisé un engagement commun vers la paix durable en présence du représentant spécial du président américain pour l'Afrique, le docteur Massad Boulos, et de nombreux diplomates, partenaires internationaux et membres de la société civile. Dans son discours, Marco Rubio a salué le courage politique des deux États et affirmé que la paix ne peut exister sans volonté partagée. Nous sommes reconnaissants d'avoir joué le rôle que nous avons joué. Nous reconnaissons et admettons qu'il reste encore du travail à accomplir, mais nous vous remercions tous sincèrement d'avoir pris part à cette journée historique et importante. C'est vraiment pour cela que je voulais ce poste ou pourquoi j'ai autant embrassé cette fonction, c'est pour des moments comme celui-ci. Le ministre rwandais, quant à lui, a souligné un tournant pour la réconciliation et la coopération régionale. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi une fois de plus d'exprimer la reconnaissance du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. La ministre Wagner a, de son côté, insisté sur une paix réelle, vécue, partagée par les peuples, loin des logiques d'élite. Des organisations de femmes m'ont transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement, et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de ces engagements. La cérémonie, sobre mais empreinte d'émotion, s'est conclue par la signature solennelle de l'accord, prévoyant désengagement militaire, coordination sécuritaire conjointe et retour des réfugiés. Une page se tourne avec l'espoir d'un avenir apaisé pour les populations de l'Est congolais. Laissons place à la mise en œuvre de cet accord sur terrain qui prouvera si la médiation américaine a porté ses fruits ou pas. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Kinshasa en connexion avec Dallas. Henri Désiré Nzouzi, nous venons de suivre un élément de la signature d'accord entre le Rwanda et la RDC. À cet instant, quand on signe, que pense le secrétaire d'État Marco Rubio et le docteur Boulos, représentant de Donald Trump en Afrique? C'est un motif de satisfaction et l'aboutissement d'un processus qui, il faut bien le dire, a été relativement court, puisque cet aboutissement intervient un peu plus de 2 mois après avoir été enclenché. C'est quand même une belle performance, et je pense que de ce point de vue-là, les Américains, en tout cas l'administration de Trump, n'a aucune raison de ne pas s'en satisfaire. Et donc, c'est un moment d'intense émotion, bien évidemment. On a senti un engagement de la partie américaine. On a senti également la solennité côté congolais et rwandais. Donc, je pense que ce moment-là restera gravé dans nos mémoires. Ce qu'il est
important de mettre en avant maintenant, c'est la matérialisation de cet accord, sa mise en œuvre et la perspective qu'elle puisse ramener la paix dans la sous-région. L'accord signé, il y a des engagements de deux parties. Comment faire la lecture de cet accord, Henri Désiré Nzouzi? Écoutez, je l'ai lu, je l'ai analysé et je suis arrivé à la conclusion que c'est un accord qui comportait je dirais, des points forts et des points faibles. Je pense qu'on va d'abord commencer par les points forts. C'est bien évidemment le rappel nécessaire du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. C'est quelque chose que nul ne peut bien évidemment remettre en cause. Il y a également un rappel sur la nécessité d'appuyer le retour des réfugiés et des personnes déplacées de là où elles sont parties afin de leur apporter l'assistance nécessaire. Il y a une volonté de pouvoir amplifier la coopération économique et l'intégration régionale pour pouvoir créer les conditions d'une économie qui puisse être profitable au pays de la sous-région. Il y a bien évidemment la création d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui aura pour rôle essentiel de pouvoir veiller à ce que les engagements pris par la RDC et le Rwanda soient effectivement respectés. Il y a aussi la création d'un comité de surveillance conjointe au sein duquel siégeront les États-Unis, le Qatar, bien évidemment, mais également la RDC, le Rwanda, ainsi que les facilitateurs de l'Union africaine. Autant de points qui sont de nature, je dirais, à rassurer, mais qui nécessiteront bien évidemment une mise en œuvre, mais surtout, je dirais, la sincérité de toutes les parties. Pour ce qui est des points faibles, moi, il y a deux points qui me paraissent assez délicats et qu'il faudra, à mon sens, gérer. La première faiblesse, me semble-t-il, c'est le fait que l'on n'ait pas demandé expressément au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes, probablement pour des raisons stratégiques, pour ne pas inciter le Rwanda à trouver un prétexte fallacieux pour se retirer des négociations. Et puis, il y a le fait que, au fond, on demande à la RDC de neutraliser les FDLR dans le cadre du concept opérationnel, mais cela impactera forcément sur le désengagement ou sur la fin des mesures dites défensives du Rwanda. En d'autres termes, le Rwanda, les troupes rwandaises ne se retireront que si des progrès notables sont observés dans le cadre de la neutralisation des FDLR. Et donc, cette insuffisance, me semble-t-il, risque de créer une ambiguïté stratégique et permettre, au fond, au Rwanda, au-delà du fait qu'il a signé ce document, eh bien, de pouvoir, je dirais, prolonger son bail, en sachant par ailleurs que rien n'a été prévu dans cet accord par rapport au M23, puisque tout a été renvoyé à Doha. Et là, évidemment, le M23 aura beau, je dirais, estimer qu'il n'est pas comptable des engagements pris par Kigali à Washington, et cela risque de nous créer un problème. Et donc, il faudra veiller à travers les différents mécanismes qui seront mis en place que toutes les parties respecteront la lettre et l'esprit, mais il ne faudrait pas que, au final, la partie congolaise soit lésée par certaines dispositions qui n'ont peut-être pas été suffisamment, je dirais, clarifiées et qui pourraient éventuellement compliquer la mise en œuvre de cet accord qui suscite énormément d'espoir, vous l'aurez compris. Quelle est la différence entre les anciennes tentatives de signature d'accord et celle-ci? La différence, elle est fondamentale. C'est que dans le passé, aucune médiation n'avait un véritable pouvoir d'influence sur les signataires. Aucun. Ici, nous avons à la manœuvre les États-Unis, dont on connaît le rôle à l'heure actuelle dans l'échiquier mondial, même si certaines méthodes peuvent s'avérer brutales, mais c'est une méthode qui donne des résultats.
Et donc, vous avez cet acteur de premier plan qui se porte garant pour l'exécution de cet accord. Vous avez également le Qatar qui a été associé à la démarche, puisque le Qatar pilote une partie du processus, notamment en rapport avec la dimension interne du conflit. Vous avez un dernier élément qui me paraît tout aussi important, c'est que les États-Unis ont bien évidemment des visées économiques dans un environnement assaini et je dirais stabilisé du point de vue sécuritaire. Et donc, les Américains veulent précisément créer les conditions propices pour pouvoir faire du business. Et cela passe évidemment par un assainissement donc de cet environnement sécuritaire. Donc, il est dans l'intérêt des États-Unis d'accompagner ce processus et de faire en sorte que il puisse être mis en œuvre. Je le rappelle encore une fois, c'est une question de crédibilité après les ratés observés notamment en Ukraine, même si ces derniers jours, la diplomatie américaine a plutôt engrangé des bénéfices substantiels. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons suivre un élément et nous revenons après. Le 27 juin 2025, un accord historique de paix a été signé à Washington, au département d'État américain, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation du sénateur Marco Rubio, du représentant spécial du président américain pour l'Afrique, Dr Massad Boulos, et avec la participation des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Pour la RDC, plusieurs avancées majeures sont à souligner. D'abord, la reconnaissance claire de sa souveraineté territoriale. Le Rwanda s'engage à lever ses mesures défensives sur le sol congolais, allusion implicite au retrait de ses forces ou de leur soutien. L'accord prévoit également que la neutralisation des FDLR soit conduite par les FARDC, selon le plan CONOPS adopté fin 2024, sous supervision internationale, sans intervention directe rwandaise. Autre point fort, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité, encadré par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, pour coordonner les efforts sans que Kigali ne prenne le contrôle des opérations en RDC. Concernant le M23, l'accord soutient le processus de Doha, sous médiation qatari, pour désarmer les combattants et envisager leur intégration conditionnelle dans l'armée congolaise. L'accord engage aussi les deux pays à protéger les civils, à garantir l'aide humanitaire et à favoriser le retour des déplacés sous l'égide de la MONUSCO. Enfin, sur le plan économique, il ouvre la voie à des projets communs, hydroélectricité, mines, commerce transfrontalier, avec des audits indépendants pour éviter les détournements. Mais des zones d'ombre subsistent. Le retrait rwandais reste flou, sans calendrier ni mécanisme de vérification contraignant. Le partage de renseignements dans le cadre du mécanisme de sécurité pourrait également renforcer l'influence indirecte de Kigali. Autre faiblesse, aucune sanction n'est prévue en cas de soutien persistant au M23, et le processus de Doha, encore fragile, pourrait légitimer certaines revendications. Enfin, l'accord ne prévoit ni justice pour les victimes, ni compensation, et n'élargit pas le mandat de la MONUSCO, alors même que son retrait se profile. Tout de même, il faut reconnaître que cet accord ouvre une fenêtre d'opportunité pour la paix dans l'est de la RDC, grâce à l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Donald Trump, du Qatar, de l'Union africaine et de tous les partenaires impliqués dans la concrétisation de cet accord. Mais sa réussite dépendra d'une mise en œuvre rigoureuse, d'une surveillance internationale active et surtout de la bonne foi du Rwanda. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous sommes en train de débriefer l'actualité dans le JT diplomatique. Aussitôt signé, aussitôt le président américain souhaitait recevoir les deux parties dans son bureau. Quelle est la symbolique de ces gestes de la part du président américain? La symbolique est puissante. On va pas se mentir. Quand vous regardez l'historique des accords passés, nous n'avons, à mon sens, aucun souvenir
que les signataires aient été reçus par la médiation avec autant de solennité et de faste. Et surtout de mémoire, je ne pense pas que nous ayons eu une médiation qui ait eu autant de moyens pour faire pression sur les signataires. Ça, c'est un premier élément. Mais j'avais une pensée toute particulière pour la ministre congolaise des Affaires étrangères. Voilà une femme extrêmement déterminée, dynamique, qui a porté haut et fort le message et le discours de son pays, sous bien évidemment la supervision du chef de l'État et de la première ministre, et qui a réussi là où beaucoup en fait estimaient qu'elle allait échouer. Et donc l'avoir à côté du président américain, c'est quand même pour nous Congolais un motif de fierté non négligeable. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour Donald Trump, c'est bien plus qu'une symbolique, c'est une opération de communication. Vous savez que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans certaines de ses prises de parole, notamment lorsque il a évoqué des listes de pays qui allaient être privés de visas, etc. Donc, son message s'est quelque peu brouillé dans les opinions publiques africaines. Ici, il parraine un processus de paix qui a opposé durant 30 années durant deux pays de la sous-région des Grands Lacs. Et donc, c'est une manière aussi pour lui de se réconcilier avec une certaine opinion publique africaine. Et je pense que ces images resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Et parlons de l'accord. Comment comprendre ce volet économique de l'accord? C'est du gagnant-gagnant, c'est nous travaillons ensemble pour consolider la paix. Alors, je crois qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux. Cet accord a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis, même si on parle effectivement d'un cadre d'intégration économique, il y a un volet spécifique aux questions économiques qui concerne de manière bilatérale la RDC et les États-Unis et qui est toujours en cours d'élaboration ou de discussion, fera l'objet d'un autre agreement, d'un autre accord dont nous connaîtrons probablement les termes dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que lorsque le président Trump dit que grâce à cet accord, les États-Unis vont pouvoir accéder aux ressources minérales en RDC, c'est tout à fait vrai dans la mesure où l'un des paris qui avait été fait par Donald Trump en s'engageant pleinement dans ce processus, c'était de parvenir à un accord de manière à assainir l'environnement sécuritaire pour permettre aux entreprises américaines de pouvoir prendre toute leur part dans l'exploitation des minerais dits critiques et contribuant ainsi directement ou indirectement au développement de la République démocratique du Congo. Donc on ne va pas faire grief ici aux États-Unis de vouloir promouvoir ou défendre leurs intérêts, c'est de bonne guerre, de la même manière que nous, Congolais, devrions aussi avoir à cœur de défendre et de promouvoir nos intérêts, bien compris, car pour nous, c'est une question de principe que de pouvoir à la fois préserver notre souveraineté en tant qu'État, mais surtout notre intégrité territoriale pour précisément éviter qu'une situation de la même nature que celle que nous venons de vivre puisse se répéter dans l'avenir. Henri-Désiré Nzouzi, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'une des parties ne va pas respecter l'accord? Alors, il y a déjà le comité de surveillance conjointe au sein duquel vous trouvez les États-Unis, le Qatar, les facilitateurs de l'Union africaine. Je ne sais pas à ce stade-ci si on pense au président du Conseil togolais, parce que vous savez que au Togo, il y a eu une réforme constitutionnelle et donc Faure Gnassingbé n'est plus président de la République, mais plutôt président du Conseil, ou est-ce que on va associer les 5 facilitateurs qui avaient été désignés en son temps par l'Union africaine? À ce propos, je regrette simplement que l'on n'ait pas non plus associé la MONUSCO, parce que parmi les tâches qui sont dévolues justement à la MONUSCO, il y a celle de veiller précisément à ce que au niveau de la protection des civils, toutes les dispositions soient prises. Et il va de la responsabilité justement des parties signataires de veiller à ce que les personnes déplacées et autres bénéficient du meilleur accueil possible ou du meilleur encadrement. Et qui mieux que la MONUSCO à travers ses différentes agences pourrait s'en occuper. Donc je pense que là, il y a peut-être eu un déficit, un manque de clairvoyance que de ne pas associer
les Nations Unies au sein de ce comité de surveillance conjointe qui est là pour arbitrer tout différend entre signataires et qui doit pouvoir prendre des mesures pour ramener l'une des parties récalcitrantes à la raison. À côté de ça, et c'est peut-être le plus important, vous avez le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui va spécifiquement s'atteler à une tâche, c'est celle de veiller à ce que le fameux concept opérationnel, le CONOPS, qui a pour pierre angulaire la neutralisation des FDLR, mais également le désengagement et la fin des mesures dites défensives du Rwanda. Derrière ce vocable, en réalité, se cache une volonté de Kigali d'anticiper sur une menace éventuelle que représenteraient les FDLR. Mais je rappelle quand même que si l'un des, disons, engagements pris par la RDC ou l'une des obligations qui incombe à la RDC, c'est de neutraliser précisément les FDLR, il est bon de savoir, de le rappeler à ceux qui nous écoutent que il est prouvé aujourd'hui que les FDLR sont localisés géographiquement dans des zones contrôlées par le M23. Et donc, vous voyez toute l'ambiguïté de la situation où, en fait, vous avez une armée nationale qui, certes, sera motivée à l'idée de pouvoir neutraliser ses forces, mais aura un problème d'accessibilité dans des zones qui sont encore occupées par le M23. On verra comment Doha va évoluer sur cette question-là, mais vous comprenez que à ce stade, c'est l'une des principales difficultés de l'accord qui a été signé, c'est le fait qu'en fait que le M23 ne soit pas concerné directement et que aucune mesure de désarmement de quelque nature que ce soit ne soit prévue et que tout était renvoyé à Doha pour l'examen de ce dossier. On verra donc comment est-ce que les différentes parties s'organiseront. Ce que nous devrions éviter, c'est d'avoir au fond des mécanismes conjoints de vérification, des comités de contrôle ou de surveillance qui risquent d'être vidés de leur substance parce que l'une des parties pourrait ne plus se sentir liée par l'activisme éventuel d'une autre partie qui n'a pas été impliquée dans l'accord de Washington, et on pense évidemment au M23. Nous suivons un dernier point par rapport à la signature de l'accord et nous sommes à la Maison-Blanche. Nous revenons après. C'est un tournant historique pour l'Afrique centrale. Le 27 juin 2025 à Washington, le président américain Donald Trump a salué la signature d'un accord de paix décisif entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, mettant potentiellement fin à plus de 30 ans de conflit dans la région des Grands Lacs, un conflit qualifié de plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6 millions de victimes. Très bien, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux, et c'est bien ce que c'est pour la cause de la paix. Et cela fait longtemps qu'on l'attend, la signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit a perduré et cela fait de très très nombreuses années qu'il dure. On dit, je crois que cela fait 30 ans. La région des Grands Lacs en Afrique est concernée depuis longtemps et peut-être même depuis encore plus longtemps que cela. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région commence un nouveau chapitre. Dans un geste fort, Donald Trump a invité les présidents des deux pays à la Maison-Blanche en juillet pour conclure officiellement l'accord, soulignant l'engagement des États-Unis à accompagner la mise en œuvre de cet accord afin d'éviter les échecs du passé. Et j'ai hâte d'accueillir leurs représentants ici lorsque nous tiendrons la réunion officielle, ce qui aura lieu en juillet. Merci. Et voici une lettre adressée au président Chouka Sadé de la République démocratique du Congo, le félicitant à nouveau pour avoir mis fin à cette guerre de longue date et l'invitant à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord, espérons-le très bientôt. Prenant la parole, le ministre rwandais a remercié les États-Unis pour leur implication et a lancé un appel clair. Restez à nos côtés pour garantir que cet accord tienne et que nous soyons tenus responsables. Il est important pour les États-Unis
d'accompagner les parties dans la mise en œuvre de ce que nous avons signé, car par le passé, nous avons signé de nombreux accords qui n'ont pas été appliqués. De son côté, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a exprimé sa plus sincère gratitude au nom du peuple congolais, saluant une étape remarquable qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations, en effet, pour cette étape remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Le deuxième point est de rester engagés, de rester à nos côtés. Nous avons besoin des États-Unis pour nous assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point, c'est que si vous restez à nos côtés, je pense qu'il y a tant de perspectives à travers lesquelles nous pouvons transformer nos partenariats. Et cela peut inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons traversés ensemble. Et cela peut au moins, ou enfin nous permettre de nous concentrer sur le potentiel et sur le monde que nous pouvons partager. Donc, encore une fois, notre gratitude la plus sincère à vous, de ma part, mais plus importante encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était magnifiquement dit et j'ai hâte de vous revoir, leader. C'est une personne très respectée, comme vous le savez, très respectée dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Donc, à un moment donné, en juillet, nous organiserons quelque chose. Grande cérémonie. Merci beaucoup. Une page se tourne, dans l'espoir d'un avenir enfin apaisé pour une région trop longtemps déchirée. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous sommes en train de débriefer l'actualité dans le JT diplomatique. Changeons de chapitre. Nous allons parler du sommet de l'OTAN qui s'est tenu le 25 juin 2025 à La Haye, aux Pays-Bas. Comment expliquer une telle ferveur des chefs d'État et du roi du Pays-Bas pour la personne de Donald Trump? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que près de 2 semaines avant ce sommet, le monde était en alerte maximale avec l'affrontement Iran-Israël. Il y a eu la menace de la fermeture du détroit d'Ormuz par où transite 20 à 25% du pétrole mondial, avec un risque d'augmentation des prix, de flambée de prix, le risque et le spectre d'un 3e choc pétrolier, bref, de quoi fragiliser les économies occidentales. Et lorsque les États-Unis décident unilatéralement de décréter un cessez-le-feu, que ce cessez-le-feu est suivi des faits, et que dans le même temps, vous avez ces vieilles démocraties européennes qui sont entre doute et incertitude et qui se demandent de quel avenir ils seront, à quel avenir ils seront confrontés, vous comprenez bien qu'il y a un motif de soulagement et donc une volonté de pouvoir renouer les fils du dialogue avec Donald Trump. Ça n'a pas été simple, hein. Quand vous regardez les 3-4 derniers mois, vous avez eu grosso modo l'augmentation des fameuses taxes par l'administration Trump. Vous avez eu la recrudescence des hostilités au niveau de l'Ukraine et de la bande de Gaza. Vous avez eu à un moment donné une alerte maximale entre le Pakistan et l'Inde, autant de crises qui pouvaient affecter durablement l'Occident et qui ont trouvé chaque fois une issue plus ou moins heureuse. On a pu repousser la menace et ça a été l'occasion pour Donald Trump de bien rappeler aux Européens que la sécurité commune qui a été bâtie en 1949 à la faveur de la création de l'OTAN nécessitait de la part de chaque membre une prise en compte de la réalité et une prise de responsabilité. En d'autres termes, que chacun puisse augmenter sa quote-part pour continuer à être digne de la protection américaine, une protection qui dure depuis plus de 75 ans. Et donc, vous comprenez aisément
dans ces conditions que Trump ne pouvait que triompher, au moins psychologiquement sur ce point-là, et la suite vous la connaissez, puisqu'effectivement, il a réussi à contraindre les 32 autres membres de l'Alliance de mettre la main à la poche et d'augmenter de manière substantielle leur contribution, même si, à titre personnel, je pense que plus de la moitié des pays membres seront totalement incapables de pouvoir suivre. On passerait donc de 2,5% à 5%, ce qui est considérable. Je rappelle que dans ce pourcentage, vous avez une proportion infime qui est destinée à l'effort de guerre en Ukraine. Henri-Désiré Nzouzi, quel est le levier qu'utilise Donald Trump pour pouvoir pousser les autres à signer ou à accepter cette hausse de la contribution de la défense de l'OTAN? Pouvons-nous dire que Donald Trump, c'est maintenant un cas d'école qui redéfinit les normes des négociations et de la diplomatie à l'international? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans les années 90, on avait théorisé le concept de guerre préventive et préemptive. Avec Donald Trump, eh bien, c'est la paix par la force. Si vous souhaitez obtenir un résultat durable en la matière, vous êtes obligé d'utiliser la menace et l'intimidation, pousser vos interlocuteurs dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent céder. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il n'y a eu aucune difficulté de la part de Donald Trump de convaincre les Occidentaux, les Européens et ceux qui sont membres de l'Alliance d'augmenter leur contribution, d'autant plus que les crises de ces dernières semaines ont montré à quel point ces pays étaient vulnérables, avec une Russie qui se fait de plus en plus menaçante et qui véritablement frappe aux portes des pays baltes, avec évidemment un risque de contagion vers des pays comme la Finlande ou la Suède. Vous comprenez dès lors que chacun est obligé de revoir d'une certaine manière ses stratégies et s'inscrire dans une dynamique qui se veut plus collective avec un interlocuteur aussi intraitable que Donald Trump. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking, et nous échangeons avec lui en débriefant dans le JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur le sommet de l'OTAN et nous revenons après. Le sommet de l'OTAN 2025 à La Haye a marqué un tournant stratégique. Les membres se sont engagés à consacrer 5% de leur PIB à la défense. Un effort sans précédent impulsé par les États-Unis. L'un des principaux sujets de nos conversations lors du sommet a été la nécessité pour les autres membres de l'OTAN d'assumer la charge de la défense de l'Europe, y compris la charge financière. Donald Trump a revendiqué ce tournant comme le fruit d'un long combat diplomatique. Il rappelle que les États-Unis portaient seuls les 2/3 du financement de l'OTAN. Comme vous le savez, c'était à 2% et nous l'avons fait passer à 5%. Et ils ont dit, quelques-uns sont venus me voir. L'un d'eux en particulier m'a dit, « Monsieur, cela fait 20 ans que nous essayons d'atteindre 3% sans y parvenir, et vous l'avez fait monter à 5%. » Le sommet de La Haye restera dans l'histoire comme celui d'un réalignement radical des équilibres de défense au sein de l'OTAN, avec un Donald Trump plus déterminé que jamais à redéfinir les règles du jeu. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en compagnie de Henri-Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking. Il est le producteur associé du JT diplomatique. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons parler des 80 ans des Nations Unies qui pointent à l'horizon. Quelle est la portée des 80 ans des Nations Unies? Quel bilan pouvons-nous en faire pour ces 80 ans? Henri-Désiré Nzouzi. Il faut rappeler que c'est le 26 juin 1945 qu'a été signé, ou en tout cas qu'a été adoptée la charte créant donc les Nations Unies.
En 80 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et si l'on doit tirer un bilan, je dirais que c'est un bilan qui est mitigé parce que vous avez des actions d'éclat, vous avez des avancées importantes, mais vous avez aussi des échecs cuisants. Dans ce qui est des réussites, on ne peut pas nier le fait que les Nations Unies ont réussi à faire progresser les idées humanistes en promouvant notamment les droits de l'homme, en faisant respecter le droit humanitaire, en mettant en place un certain nombre d'opérations de maintien de la paix qui forcément n'ont pas toutes réussi, mais qui ont quand même eu le mérite de pouvoir limiter les dégâts. Les Nations Unies ont aussi été victimes de leur succès, puisqu'on a très vite vu notamment la rivalité entre États et des crises qui pouvaient, d'une certaine manière, attiser ces mêmes rivalités, ce qui explique d'ailleurs qu'au sein du Conseil de sécurité, vous avez ces 5 fameux membres qui disposent du droit de veto et qui, selon la conjoncture et selon les circonstances, pouvaient en user en fonction de leurs intérêts conjoncturels ou du moment. Donc ce sont des choses qui ont parfois paralysé l'action des Nations Unies, qui avait besoin précisément d'un mandat clair dans sa volonté de pouvoir faire son travail, se heurtait parfois à des intérêts qui dépassaient le simple cadre du multilatéralisme. On l'a vu à plusieurs occasions, notamment les États-Unis qui brandissaient systématiquement leur droit de veto pour des résolutions qui pouvaient toucher Israël. Il y a eu quelques très rares exceptions où des résolutions ont été adoptées contre l'État hébreu, mais globalement, vous avez chaque fois au niveau de ses membres permanents, des analyses de la situation qui se font en fonction de leurs intérêts, comment affaiblir tel adversaire, comment tirer profit de telle ou telle situation pour précisément continuer à jouer un certain leadership. Aujourd'hui, il est temps de réformer les choses. On a un conseil de sécurité qui fonctionne avec aujourd'hui avec 15 membres, 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Vous avez des pays émergents qui peuvent légitimement prétendre à une place au sein du Conseil de sécurité en tant que membres permanents. On les connaît, hein. Vous avez le Brésil, vous avez la Turquie, vous avez peut-être l'Arabie Saoudite, une ouverture vers d'autres contrées peut-être de nature à rééquilibrer les choses. Souvenez-vous, l'an dernier, les États-Unis avaient jeté un pavé dans la mare en proposant l'entrée de 2 pays africains en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. Vous voyez qu'il y a toujours cette tentation d'avoir comme ça une ONU à 2 vitesses, et ce, en fonction de l'intérêt de certains acteurs qui préfèrent garder encore pour eux, je dirais, la plénitude en termes d'initiative. Et donc, le débat reste évidemment ouvert. Mais je note simplement que depuis maintenant 3 ans, il y a un vrai vent de révolte qui, je dirais, touche les Nations Unies. On l'a vu déjà au mois de mars 2022, lorsque il y a eu ce fameux vote au niveau de l'Assemblée générale pour condamner l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Vous avez la plupart des pays africains qui se sont affranchis de tutelles qu'on leur connaissait en votant leur âme et conscience et déjouant absolument tous les pronostics. Donc, la parole s'est libérée, les relations sont beaucoup plus décomplexées. On a vu des puissances comme la France, par exemple, être chassées de certains pays d'Afrique de l'Ouest, on les connaît, hein, le Burkina, le Mali, le Niger. On a vu aussi une perte d'influence des États-Unis sur certains théâtres d'opération, des échecs également consécutifs à une présence parfois injustifiée. Bref, vous l'aurez compris, il est temps de réformer les Nations Unies après 80 ans. Quelles sont les réformes qui devraient être menées pour que le système des Nations Unies soit adapté à la complexité des crises actuelles telles qu'en Afrique, et quel rôle va jouer les pays non permanents et comment ça va se passer leur mise en place dans laquelle nous retrouvons la République démocratique du Congo? Mais il faut de toute manière rééquilibrer les choses et tenir compte du monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Lorsque l'ONU est créée en 1945, nous sommes en pleine guerre froide. Vous avez 2 blocs qui se font face. Cette période est révolue depuis 1991. Donc, dès 89, après la chute du mur de Berlin et au-delà, après l'implosion
de l'URSS, on a vu l'émergence d'un monde beaucoup plus équilibré. C'est vrai que les États-Unis ont joué un rôle de leader pendant une quinzaine d'années, mais globalement, je dirais que les forces se sont plus ou moins équilibrées. Et donc, c'est cette image que nous devons avoir présent à l'esprit. Ce qui est d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez les BRICS qui montent en puissance. Au sein des BRICS, vous avez, excusez du peu, mais vous avez quand même 3 puissances nucléaires, la Russie, la Chine et l'Inde. Vous avez des pays qui sont émergents, le Brésil, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez des pays qui véritablement jouent un rôle de locomotive, je dirais, dans leur zone géographique respective et qui ont un poids diplomatique et économique qui leur donne légitimement le droit de jouer les premiers rôles. Vous avez en Afrique des pays comme l'Égypte, qui, je rappelle, fait également partie des BRICS. Vous avez l'Afrique du Sud, qui fait partie également des BRICS. Vous avez le Nigeria. Ce sont des pays qui, véritablement, portent la croissance du continent et qui mériteraient d'avoir aussi un rôle plus accru au sein du système des Nations Unies. Donc, vous l'aurez compris, le monde tel qu'il nous est présenté aujourd'hui nécessite effectivement un certain nombre d'ajustements qui tiennent compte non seulement de la réalité, mais du rapport de force auquel nous assistons à l'heure actuelle. Et cet équilibrage-là est non seulement souhaitable, mais il peut durablement jeter les bases d'un multilatéralisme qui se veut volontaire et dynamique. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzuzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking. Il est expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas. Nous allons suivre cet élément et nous revenons après. La 3e édition d'Africa Tech Invest s'est clôturée le 25 juin 2025 à Kinshasa, confirmant la montée en puissance de la RDC comme hub numérique structurant au cœur du continent. Sous le thème African Ventures in Motion, l'événement a rassemblé décideurs, investisseurs, start-up et institutions autour d'une ambition claire, accélérer une Afrique numérique souveraine, innovante et interconnectée. Vous l'aurez compris, 3e édition d'Africa Tech Invest. Point d'orgue de cette édition, l'intervention du consultant international Henri Désiré Nzuzi, qui a livré une allocution inspirante en 3 temps forts. D'abord, un appel à l'action. L'Afrique qui construit ne peut plus attendre. Elle doit investir, innover et se déployer à grande échelle sur son propre terrain. Un moment extrêmement important pour un pays qui a l'ambition de se positionner en ordre utile dans le peloton de tête des nations émergentes. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est donc pour moi un immense privilège de me trouver ici même devant vous pour pouvoir, lancer d'une certaine manière les différents débats qui ponctueront cette journée, ô combien essentiels. Ensuite, un plaidoyer pour l'indépendance économique. Il est temps de basculer vers des modèles souverains, fondés sur nos ressources, nos talents, et non sur la logique d'aide au développement. Enfin, un horizon continental ambitieux. Il faut penser en réseau, industrialiser nos technologies, coder pour nous-mêmes et influencer avec audace. Vous le savez, mesdames et messieurs, l'Afrique est un continent en pleine mutation. Cela n'aura échappé à personne, riche de potentialités inexploitées et d'une jeunesse dynamique. Notre bien le plus précieux, le capital humain. Parmi les temps forts de cette édition fut l'intervention d'Henri Désiré Nzuzi, consultant international et voix médiatique influente, dans un plaidoyer vibrant intitulé « L'Afrique qui construit », auquel il a eu à lancer un appel audacieux. Ce que je vous propose aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est tout simplement un changement fondamental de posture, une transformation profonde de mentalité. Il s'agit de passer concrètement de la réaction passive à l'action proactive, de l'aspiration simple à la structuration méthodique, et enfin de l'imitation superficielle à la création véritable et originale. Entre panel d'experts, hackathon sur la cybersécurité et concours de start-up, Africa Tech Invest s'impose désormais comme le rendez-vous incontournable des acteurs du numérique africain.
De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Kinshasa en connexion avec Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes en train de débriefer l'actualité dans le JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce décryptage d'actualité internationale? Henri Désiré Nzouzi. Oui, je pense que la signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC constitue en soi une véritable chance pour la paix. Après 30 ans de conflit, il est temps de pouvoir assainir l'environnement sécuritaire de la sous-région. Et donc, il faut pour cela se donner les moyens de mettre en œuvre cet accord. Les États-Unis ont l'influence nécessaire pour faire respecter, mais il faudra aussi être attentif à certains points qui risquent de fragiliser cet accord. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'absence totale d'obligations faites notamment au M23 d'être désarmé. Vous avez cette responsabilité écrasante qui incombe à la RDC de neutraliser les FDLR, ce qui risque d'ailleurs d'une certaine manière affecter le désengagement du Rwanda. Donc des choses qui risquent de fragiliser l'accord, mais je pense que nous devons rester optimistes, même si c'est vrai la question du M23 sera traitée à Doha et on espère qu'au niveau de Doha, les choses se feront assez rapidement. Vous avez évoqué effectivement ce qui s'est passé au niveau de l'OTAN. C'est un vrai moment de bascule au niveau de l'Alliance, puisque c'est la toute première fois en 75 ans que le membre le plus éminent contraint tous les autres de s'aligner sur ses exigences. Et je pense que la paix a un prix. Vous connaissez le dicton, qui veut la paix prépare la guerre. Mais aujourd'hui, vous avez un président américain qui, lui, promeut la paix par la force. Et donc, vous avez effectivement cette prise de conscience collective qui découle de cette situation-là. Et puis, vous avez bien évidemment les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. 80 ans, c'est un moment important, c'est le moment du bilan, il faut se projeter dans l'avenir, il faut rééquilibrer d'une certaine manière les choses dans un environnement géopolitique et stratégique fragmenté, et cette fragmentation a pris une certaine accélération lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, et on a vu aussi que d'autres conflits ont commencé à pointer à l'horizon, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, et j'en terminerai par là, la violence et la force sont aujourd'hui les seuls modes d'expression dans les relations internationales. Et il appartient à cette ONU rénovée, réformée, que nous appelons de nos vœux, de pouvoir, tout simplement repousser les limites de cette violence et de cette force pour pouvoir garantir un monde beaucoup plus équilibré. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci pour avoir participé à ce numéro. Merci. Merci à vous. À très bientôt. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi pour débriefer l'actualité. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.